Je remercie du coup Claire Masson, qui est maire d'Auray, dans le Morbihan, une ville de peut-être 14 000 habitants à peu près, et François Astorg, qui est lui maire d'Annecy. Donc là, c'est une ville de plutôt un peu plus de 130 000 habitants, un peu plus de 135 000 habitants. Ok. La question que l'on va se poser avec vous, c'est comment reprendre la main sur le logement. Alors, on en a un petit peu parlé dans l'atelier précédent. Bien sûr, il y a des questions foncières qui se posent, mais il n'y a pas que ça, parce que, alors, il y a la crise du logement, l'explosion des loyers, mais il y a également tous les problèmes que peuvent poser les résidences secondaires, les locations touristiques. En fait, l'accès au logement dans beaucoup de communes et notamment dans vos communes, ça devient un vrai enjeu social, territorial également pour que les gens qui sont du territoire puissent continuer à vivre sur ce territoire. Donc, je n'irai pas plus loin, je vous cède immédiatement la parole. On va avoir d'abord oui, alors bien sûr Claire et ensuite François. Donc vous allez pouvoir exposer ce que vous avez fait, vos réflexions, et on se gardera un temps pour vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter peut-être un petit peu Auray. Auray, c'est pas loin de 15 000 habitants. C'est une communauté de communes qui s'appelle Auray-Quiberon Terre Atlantique. Donc, vous connaissez peut-être plus Quiberon ou Carnac, qui sont sur la communauté de communes. On est 24 communes sur la communauté de communes, avec toute une zone que certains ont appelée à une époque la banane bleue, parce qu'on a tout le secteur littoral qui est le plus touristique de Bretagne, en fait. Je ne vais pas vexer mes amis bretonnes, mais c'est quand même très très touristique. On monte, on passe de 90 000 habitants l'hiver à 200, 250, 300 000 l'été, avec 76 campings sur l'ensemble des communes, surtout au sud. Et puis au nord, on est beaucoup plus rural. Donc à une époque d'ailleurs, les maires du sud qui ont des casinos et des villes riches ne voulaient pas s'associer aux maires du nord qui sont plus agricoles et plus agroalimentaires et qui sont des communes pauvres. Et en fait, le fait d'être un secteur très attractif fait que les prix du foncier ont flambé. Et on est attractif à la fois pour les résidences secondaires, donc des communes comme Carnac, c'est 70% de résidences secondaires, la Trinité aussi, enfin voilà, quasiment toute la banane bleue, là, et à 70%, il y a ces 11 communes-là. Et puis, le côté nord a beaucoup moins de résidences secondaires, mais les prix ont vraiment flambé sur le sud. Et puis, on a aussi les Airbnb, les locations des meublés de tourisme. Et ça aussi, ça pose un vrai souci pour que les gens puissent acheter facilement. Avec, en plus, on commence à avoir des personnes qui viennent, qui sont un peu des réfugiés climatiques. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de 75, 80, 85 ans, qui habitent le sud de la France, eh bien, ils réfléchissent à se dire c'est plus vivable. L'été, ça devient infernal. Et donc là, moi, j'ai plein de personnes qui sont vraiment âgées, qui arrivent, qui achètent avec souvent aussi plus de moyens que les jeunes qui débutent dans la vie chez nous. Et du coup, le prix du foncier a complètement explosé, le prix de l'immobilier a complètement explosé. Et Auray fait partie des communes où ça a vraiment énormément augmenté sur les 10 dernières années. Et donc, quand on embauche quelqu'un, nous à la mairie ou dans les restaurants, ils n'arrivent plus à les loger. Donc les gens, des fois, refusent les postes qu'on propose parce qu'il faut aller se loger à 30, 40 km pour trouver un logement qui soit à peu près correct et pas trop cher. Sachant qu'on n'a pas des autoroutes partout en Bretagne, hein, côté nord-sud, ça ne circule pas si bien que ça. Donc c'est une vraie question, et puis du coup on voit bien que nous, la population vieillit plus vite que sur le reste du territoire. Donc les écoles ferment plus vite au niveau des classes, on a les commerces existent moins sur la partie sud bretonne. Enfin, et donc nous, l'enjeu il est de trouver une solution pour loger les gens qui vont travailler dans les hôpitaux, dans l'aide à domicile, dans les commerces, enfin un peu partout, quoi, et qui ont des salaires qui ne sont pas très élevés et qui n'arrivent plus du tout à s'en sortir.
Et donc, on a travaillé avec la communauté de communes là-dessus, et puis la commune d'Auray en particulier aussi là-dessus. La première chose, c'était une modification du plan local d'urbanisme. On a décidé d'augmenter le taux de logement social, en sachant que sur toutes les études qu'on a, en Bretagne, 70% des Bretons sont éligibles à un logement social. Souvent, on pense logement social pour des gens très pauvres, c'est pas vrai. Les classes moyennes sont éligibles au logement social. Donc, ce qu'on essaye d'expliquer aux autres maires des communes, c'est vous en voulez pas chez vous de logement social, puisque Carnac n'en veut pas, la Trinité, enfin bref, je vous raconte pas le problème. Mais en fait, vos enfants à vous qui commencent dans la vie, ils ont le droit au logement social, que ce soit le locatif ou le bail réel solidaire. Donc, la première chose, c'est déjà de pouvoir aller vers plus de logements sociaux. Donc, nous, on est passé sur les OAP, c'est les zones à urbaniser dans un temps court ou moyen. On est passé de 30 à 40% d'obligation de logement social pour les promoteurs privés. Et puis, on a un deuxième volet aussi pour augmenter le logement social, c'est que la communauté de communes a augmenté la taxe sur les résidences secondaires. Alors, elle a pu le faire parce qu'en fait, en parallèle, ça augmente la taxe sur les habitations, sur le foncier bâti et autres. Mais comme il n'était que de 0,16%, passer de 0,16 à 0,32 pour les habitants à l'année, c'était pas grave. Et par contre, sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, la doubler, c'était intéressant pour nous. On gagne 9 millions d'euros sur la communauté de communes par an avec cette taxe qui a doublé. Et la communauté de communes a décidé de lancer je ne sais pas comment ça s'appelle parce que c'est pas. Enfin bref, on l'appelle Acta Foncier. Acta, c'est Auray qui monte Terre-Atlantique. Et Acta Foncier achète les terrains pour les communes et nous permet de faire le choix, avec un minimum de 30 à 40% de logement social, de voir si on veut faire de la parcelle achetée. Et donc, nous, à Auray, sur toutes les parcelles en négociation, on impose 100% de logement social avec 50% de locatif et 50% de bail réel solidaire. Alors la deuxième chose, c'est le bail réel solidaire. Je ne sais pas si vous connaissez tous le bail réel solidaire. C'est le principe où le sol, le foncier, reste à la collectivité ou au bailleur social et le logement peut être acheté sous conditions de ressources, donc comme tout logement social avec les conditions de ressources, et à un prix 30% inférieur au prix du marché. Et donc là, on essaye de développer énormément le bail réel solidaire. Et pour le développer, l'Interco a aussi créé un OFS, donc un office foncier solidaire, pour garder la maîtrise de son foncier et garder la maîtrise des attributions de logement. Et dans les critères d'attribution intercommunaux, puisque maintenant on passe aux critères d'attribution intercommunaux pour le logement social, on a choisi que le fait d'avoir un métier en tension donnait des points en plus pour avoir du logement. Donc, ça peut aider des gens qui travaillent comme aide-soignante, voilà, comme infirmière, à avoir des points en plus pour avoir un logement social. Donc ça, c'est le deuxième volet. On a travaillé aussi, on s'est aperçu en arrivant en 2020 à Auray qu'on a beaucoup de logements, on a un cœur de ville et 5 ou 100 qui sont très vieux, et on a des périls de plus en plus nombreux sur la ville. Donc on a lancé un OPAHRU. L'OPAHRU, c'est Organisation programmatique d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Ça permet sur du logement ancien, voire moins ancien, d'avoir des aides de l'ANA. ANA, c'est Agence nationale d'amélioration de l'habitat, d'avoir des aides pour rénover, isoler, et puis aussi souvent ces logements ils sont au-dessus des commerces. Et avant, au siècle dernier, les gens qui avaient un commerce, ils habitaient au-dessus de leur commerce. C'est plus vrai. Et donc les logements au-dessus sont restés vacants depuis des années, donc sont souvent assez détériorés et n'ont pas d'entrée indépendante. Donc il faut que les gens puissent entrer autrement qu'en passant dans le commerce. C'est pour rentrer chez eux. Et donc, on peut avoir des aides pour réhabiliter tous ces logements au-dessus. Et plus l'ANA donne d'aide, plus il faut que le logement soit social, entre guillemets. C'est-à-dire que les limites de revenus pour l'attribution des logements dépendent du taux d'aide qu'on va demander à l'ANA aussi. Ça permet de remettre du logement social pour, alors ça dépend, c'est 6 ou 9 ans, ça dépend un peu des clauses de l'ANA, mais dans le cœur de ville. Donc de ne pas continuer à densifier le logement social là où il y a du logement social, ce qui n'est plus autorisé de toute façon, à part le bail réel solidaire, mais de voir du logement social de cœur de ville et dans d'autres quartiers. Donc ça, c'était la troisième chose. Et puis, au niveau aussi de bâtiments patrimoniaux, on a par exemple un ancien hôtel-Dieu
C'est pareil, on a travaillé sur des lois Malraux, des lois COS, qui imposent de louer au prix du marché pendant au moins 6 ou 9 ans. Et ça permet aussi d'avoir du patrimonial très bien rénové, mais à des prix corrects pendant quelques années. Alors, ce n'est pas suffisant sans doute, parce que 6 ans, ça passe vite. Et la dernière chose qu'on a mise en place, je suis désolée, je suis un peu longue, François, c'est les meublés de tourisme, la régulation des meublés de tourisme, puisque c'est un des gros sujets. On a suivi un peu l'exemple de Saint-Malo. Je ne sais pas si vous avez suivi le problème de Saint-Malo, qui est intramuros, a quasiment plus d'habitants à l'année, quoi. Et donc, pour réguler les meublés de tourisme, on s'est mis d'accord au niveau de l'Interco. Donc, on a mis en place l'obligation du numéro d'enregistrement, qui maintenant, je crois, est légalement obligatoire partout, il me semble. En tout cas, nous, il est en place. Il est contrôlé par l'Office intercommunal de tourisme, parce qu'il fallait un système de contrôle. Et donc, Auray a choisi de délibérer pour mettre un maximum d'un meublé de tourisme par personne physique. Et comme de plus en plus de gens font des cycles, il y a certaines de personnes DSI avec des personnes morales, on va pouvoir redélibérer avec la nouvelle loi sur les personnes morales en mettant un logement par bénéficiaire effectif, par exemple. Et on peut même aller plus loin et par exemple demander que pour un logement loué en Airbnb, la personne mette un logement en location à l'année ou paye une taxe. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place et c'est quelque chose qui va nous permettre de réguler aussi les Airbnb. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Alors je disais à Claire que c'est tout pareil, c'est quasiment pareil ce que l'on fait à Annecy. Ça montre qu'en fait, au fond, la question du logement, dans les villes moyennes et de petite taille, elle se traduit de la même manière. On est dans un univers qui a profondément bouleversé. Alors, qu'est-ce qu'une crise du logement? Elle se situe à plusieurs niveaux. Juste avant de revenir là-dessus, je vous dis 2 mots sur Annecy. Annecy, c'est une carte postale. Et cette carte postale, elle est importante parce que c'est à la fois la fierté du territoire et c'est aussi le moteur économique avec toutes les conséquences positives et les externalités négatives que l'on peut identifier et j'en parlerai. Alors, une crise de logement à Annecy, c'est quoi? C'est on ne trouve plus où se loger, on n'arrive pas à loger les habitants et donc ça a un impact direct sur les institutions, particulièrement dans le social, tout ce qui est EHPAD, hôpitaux, crèches, nous n'arrivons plus à recruter parce que c'est devenu trop cher. Une crise du logement, c'est aussi des problèmes de mode constructif. Annecy, c'est devenu hyper spéculatif. Pour vous donner une idée, il y a des endroits où on a des programmes à 10 000, 12 000 euros le mètre carré, on est comme à Paris. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un très beau territoire, on en est très fiers, mais je pense que tous les maires sont fiers de leur territoire. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une contrainte forte, on est entre lac et montagne. Donc les espaces sont contraints, ils sont construits depuis longtemps, donc il n'y a plus beaucoup d'espace. On est en proximité avec la Suisse. Pour vous donner une idée, le SMIC à Genève, il est à 4 000 francs suisses, qui fait 4 000 euros à peu près. Donc, les frontaliers, ils ont 40 km à faire. Le matin, c'est 1h15 de route. Et ils gagnent entre 4 et 10 000 euros. Donc, quand ils reviennent, ils achètent sur le territoire. Les agences immobilières et les promoteurs l'ont bien compris. Donc, les prix ont explosé. Les agences immobilières et les promoteurs ont bien compris aussi qu'il y avait du revenu locatif qui était beaucoup plus important quand on fait du meublé de tourisme. Les meublés de tourisme, à Annecy, on est passé un peu de l'autre côté du miroir. En vieille ville, j'en parlerai plus précisément, mais en vieille ville, c'est jusqu'à 35% de meublés de tourisme par rapport au nombre d'appartements. Et ça a des impacts colossaux sur le recrutement, sur la vie des habitants au quotidien, et aussi, comme tu en parlais très bien Claire, sur les mises en péril. Pour vous donner une idée, un immeuble, 4 étages, que des Airbnb, 4 jacuzzi, des dalles en béton qui ne changent pas de dimension, alors que le bois sèche le parquet en dessous, et donc les façades commencent à tomber. Tout ça a un impact très très fort.
Donc, on a commencé à se battre et on a gagné. Je crois qu'on peut le dire. Depuis 3 ans et demi, on se bat avec mon équipe pour modifier la loi sur les meublés de tourisme. On a été reçu à l'Assemblée nationale, on a travaillé avec les sénateurs. La bataille n'est pas encore totalement gagnée, mais aujourd'hui, on a une loi qui permet d'avancer. Et moi, je vous invite à vous en saisir et à voir comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça peut se passer chez nous, parce que pour les meublés de tourisme, on n'a pas forcément tous les mêmes orientations. Dans les territoires de montagne, eux, ils veulent encore des meublés de tourisme. Nous, à Annecy, on veut réduire. Comme Claire le disait tout à l'heure, nous, ce que l'on fait, c'est un appartement par propriétaire privé et par entité morale aussi. Ça va tomber au bout de 3-4 ans, parce que les autorisations ont été signées pour 5 ans. Avec la nouvelle loi, on les donne pour 4 ans, et il n'y aura qu'un seul meublé de tourisme par entité physique ou morale. Donc je peux vous dire que ça a secoué les multipropriétaires et les conciergeries. Le règlement a été mis en place dès le 1er juin. Je ne vous raconte pas, dès le 15 juin, dès le 15 mai, ils étaient dans la presse, ils ont appelé la terre entière, le préfet, le département, etc., en disant c'est inadmissible, on va tout perdre. Un lobbying très très fort, parce qu'il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent. À Annecy, il y en a qui vont perdre beaucoup d'argent. On a identifié un multipropriétaire, 37 appartements. Et ce n'est pas le seul. Donc l'impact sur la qualité de vie au quotidien, principalement dans la vieille ville, il est vraiment très important. Des commerçants ferment, modification du commerce. Avant, vous aviez boucher, boulanger, etc. Même si ce sont des commerces difficiles à faire revenir, dans ce contexte-là, c'est remplacé par des vendeurs de bijoux pour l'été, de fringues ou des conciergeries. Il n'y a pas longtemps, il y a une boucherie. C'est une conciergerie qui a pris la place. Donc, c'est une modification très, très forte sur l'économie du territoire. Donc, avant, autant, c'était un combat politique très fort, parce qu'il faut le savoir, les meublés de tourisme, c'est compétence nationale, c'est eux qui décident. L'agglomération encaisse les taxes de séjour, et la ville, elle fait les contrôles, elle n'a que des postes de coût, elle a les mises en péril, etc. Donc, pour les villes, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la loi qui a été votée, sans être parfaite, elle permet quand même d'avancer et de s'appuyer. Les tribunaux vont pouvoir s'appuyer dessus. Comment ? Détailler la loi. Enfin, juste pas détailler, mais la loi Le Meur. Alors, il y a eu plusieurs modifications qui ont été faites. Elles autorisent les quotas. Alors qu'avant, les quotas, c'était un flou juridique, comme Saint-Malo. Nous, on avait fait comme Saint-Malo, on fait partie des 5 premières villes qui se sont battues. Donc, les quotas, ça veut dire par quartier ou par zone décidée par la commune, de dire on n'en veut pas plus de temps sur cet endroit. En vieille ville, qui est la zone A chez nous, on a fait 3 zones. Il y a aujourd'hui 1300 meublés de tourisme et on veut passer à 460. Donc ça va mettre entre 3 et 4 ans à tomber, parce que les droits doivent s'éteindre. En zone B, qui est un peu plus éloignée du centre historique, on est en baisse d'un tiers. En premier, on baisse de 2,5, en deuxième zone d'un tiers. Et sur le troisième secteur, on laisse plus d'autorisations qu'il y en a actuellement. Et c'est plus loin du lac. Donc la loi permet ça. La loi permet aussi de donner des autorisations, par exemple, sur 4 ans, alors qu'avant c'était 5. La loi permet aussi de passer de 120 jours à 90 jours de meublés de tourisme, de location de meublés de tourisme. Nous, on n'a pas voulu passer à 90 jours parce que, en fait, nous, ce que l'on cherche, c'est retrouver du logement pour les métiers essentiels. On a besoin que les gens puissent se loger à Annecy. Ensuite, on sait que le coût de la vie à Annecy est très très cher. Et là, je me rends compte aussi que je suis très... Quand on a commencé, on n'arrive pas. Comme c'est très cher, le niveau de vie est très coûteux à Annecy. On laisse les propriétaires louer leur meublé de tourisme sur 120 jours pour avoir un complément de revenu. Et c'est parce que nous, on cherche
du logement. Voilà, donc globalement, c'est une grosse bataille. Je vais vous laisser poser plein de questions, parce qu'il y a plein de questions à poser. Et juste vous dire, sur la question du logement, je vous parlais, il y a les modes constructifs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu avoir une vision haute sur Annecy et de dire, Annecy, on la voit comment à horizon 2050. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Annecy va être la ville où il y aura la plus grosse progression du nombre de jours de canicule en France, plus 16 jours à horizon 2040. Donc on doit rafraîchir la ville. Et pour ça, il y a plein de leviers. Et le logement est aussi un levier pour rafraîchir la ville. Comment on oriente les immeubles, quels sont les matériaux que l'on met en œuvre, etc., etc. Et on a mis en place un référentiel qui s'appelle le bien construire, pour conclure, de dire qu'on passe d'un urbanisme réglementaire, c'est-à-dire qu'avant les promoteurs construisaient et ils disaient au maire, tu signes ou pas. Nous, on leur dit, on ne signera pas si vous ne venez pas travailler avec nous pour trouver les biomatériaux, le mode constructif, comment ce sera orienté et qu'on puisse avoir des logements dignes. Voilà l'introduction. 14 minutes 32, c'est un peu long. Merci beaucoup pour vos présentations. La proposition, c'est que maintenant vous puissiez poser vos questions. Je vous demanderai plutôt de faire des questions courtes afin qu'on puisse bien faire circuler la parole. Alors moi, je suis élu à Chaville, dans l'Île-de-France, adjoint à l'urbanisme. Et j'ai une question pour le maire d'Annecy sur les nouveaux modes d'habitat, notamment l'habitat coopératif. Vous n'êtes pas très loin de la Suisse. Il y a peut-être des expérimentations que vous avez pu faire pour développer l'habitat coopératif non spéculatif. Et si vous l'avez fait, je suis intéressé de savoir comment vous l'avez fait. Et puis une autre petite question sur le déconventionnement. C'est-à-dire qu'on a soumis à certains bailleurs sociaux qui sont en fin de conventionnement, qui vendent le parc, et du coup on perd du logement social. Quel est le moyen de pression des élus pour arrêter ça? Sur le déconventionnement, en fait, comme le maire doit donner son accord pour la vente de logements sociaux, moi j'exige que ce soit en BRS. Nous, c'est en grande partie ce qu'on va faire. Parce qu'on est en pleine discussion avec les bailleurs sociaux. Là, on se retrouve avec un afflux, parce qu'il y a eu des signatures dans les années 70 où tout était signé en même temps, cette volonté de construire à l'époque. Et là, on a près de 1600 logements qui vont arriver. Donc, on est en discussion. Ils n'ont pas été suffisamment entretenus. Et donc, ils n'ont pas les moyens de les remettre aux normes actuelles. Donc, la ville va récupérer ces logements avec des accords financiers où on récupère quasiment rien. En revanche, on leur demande de participer à la rénovation. Et nous, on a, dans le contexte actuel que j'ai décrit tout à l'heure, on a besoin d'encore plus de logements sociaux. Nous, on est à 21%, 22%. Donc, par rapport à la loi SRU, qui est pas mal en Haute-Savoie, mais on a besoin d'aller plus loin parce qu'aujourd'hui, la question du logement social n'est plus une question idéologique, c'est une question de vie au quotidien et de développement du territoire. Maintenant, c'est fini le débat. Même des gens ultra-libéraux disent qu'on a besoin de logement social. Voilà, sur la première partie de logement coopératif, on en parle, on n'a rien fait. Les expériences privées dont j'ai entendu parler, c'est un peu qu'un cas. Et je ne suis pas là sur mon territoire. Hein. Sur mon territoire, je ne parle pas de manière générale. Je ne connais pas bien le sujet, donc je ne me permettrai pas de parler en dehors de mon territoire.